Bonjour à tous, bienvenue dans Politique et Économie. Au programme de ce numéro, c'est l'Union européenne qui accélère discrètement son programme d'euro numérique. Une accélération due à la révolution des crypto-monnaies et au Genius Act américain de régulation des crypto-actifs adopté en juin dernier qui a mis la pression sur la Banque centrale européenne. Alors, monnaie numérique de banque centrale, crypto-monnaie, va-t-on assister à une guerre monétaire? Pour en parler, nous recevons Angéline Furet. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Angéline Furet, vous êtes députée au Parlement européen, membre du groupe Patriotes pour l'Europe et de la commission des budgets. Vous êtes diplômée d'un master de droit et de sciences politiques. Après avoir travaillé 5 ans aux États-Unis dans un cabinet d'avocats, vous avez lancé votre entreprise de conseil juridique en France et vous publiez cet ouvrage « Blockchain vs Euro numérique, quel avenir pour la finance européenne ?» Nous vous proposerons un petit parcours un petit peu particulier pour vous procurer l'ouvrage d'Angéline Furet. Alors Angéline Furet, vous redoutez de voir cet euro numérique devenir un outil de contrôle despotique des peuples. Alors, quels indices vous laissent croire une telle chose? On va vous taxer de complotisme. Alors, ce n'est pas du tout du complotisme, j'entends très bien ce que vous me dites, mais en fait, c'est une possibilité technique qui est inclue dans les monnaies centralisées et numériques. Donc, la possibilité de réguler vos achats, la possibilité de programmer, la possibilité de geler et de tracer vos dépenses. Donc, la question, ce n'est pas si, mais qui et quand va contrôler, nos dépenses vont être contrôlées et avec quel garde-fou. Alors, le décollage officiel de l'euro numérique pourra avoir lieu autour de 2027, mais aujourd'hui encore peu de médias en parlent. Où en sommes-nous des préparatifs à la Banque centrale européenne? Et puis, qu'est-ce qu'on en dit au sein du Parlement européen? Je crois qu'il y a une certaine méfiance au sein de cette institution, ainsi que dans les banques commerciales. Alors, ce qu'on en dit, on n'en dit pas grand-chose pour l'instant. Personne n'a vraiment acté le fait que Madame van der Leyen avait essayé d'accélérer le calendrier. Je vous avoue que c'était plus une annonce politique de la part de Madame van der Leyen, suite notamment au Genius Act américain. On reviendra peut-être dessus. Très honnêtement, que ce soit la BCE, que ce soit les États, personne n'est prêt. Donc nous pouvons supposer que le calendrier de 2027, la date de 2027, reste la date réaliste. D'accord. Mais c'est très bien de s'y préparer un petit peu en avance, car effectivement, cette technologie peut avoir des avantages, mais comporte des risques certains. Alors, l'euro numérique, on l'a compris, semble arriver en réaction à l'émergence des crypto-monnaies, également des stablecoins. On va voir les différences entre ces deux notions un peu plus tard dans l'émission. Pourquoi, Angéline Furet, la BCE veut-elle absolument lancer son projet d'euro numérique? On sait qu'en Chine, le yuan numérique est déjà en place. Aux États-Unis, ils veulent également leur dollar numérique, mais qui n'est pas encore lancé. Pourquoi Christine Lagarde y tient-elle autant? Alors, soyons très concrets, c'est pour une question de souveraineté de ce qu'on appelle les rails de paiement. Les rails de paiement, en fait, c'est une infrastructure, c'est un petit peu par où passe l'argent et donc qui contrôle ces flux. Pour l'instant, les rails de paiement, sont Visa, Apple. Donc quand vous payez via un prestataire privé qui peut couper le robinet. Peut-être que certains se souviennent du système SWIFT qui avait été coupé au niveau du Vatican à une certaine période. Donc c'est aussi garantir c'est une souveraineté de ces rails de paiement. Je pense que c'est une des principales motivations de la BCE. Alors, j'ai relevé cette phrase dans votre ouvrage, Angéline Furet. Vous dites que la digitalisation de la monnaie transforme notre rapport à l'argent. Alors, comment les Français réagissent-ils à ce phénomène? La digitalisation de la monnaie, elle est déjà dans nos vies, avec nos comptes bancaires, avec notre carte bleue. Qu'est-ce que vous avez à en dire de cette digitalisation, notre rapport à l'argent? Je pense que les Français apprécient le confort de la digitalisation.
Et il faut l'avouer, c'est un confort. Vous passez à la caisse, vous avez juste à payer sans contact avec votre carte bleue. Vous pouvez même désormais payer avec votre téléphone. Et donc, je pense qu'il y a vraiment, on voit très bien qu'il y a une baisse des paiements en cash. Dans certains magasins, ils n'ont même plus la monnaie pour vous la rendre si vous payez en monnaie papier. Donc, je pense qu'il y a cela. Et de l'autre côté, il y a quand même une certaine méfiance. On se dit, mais ce n'est pas réel. Les gens se disent, mais ce n'est pas réel. Je ne le tiens pas dans ma main, c'est un petit peu... c'est numérique, c'est illusoire. C'est virtuel. C'est virtuel, et donc il y a une méfiance. Et une méfiance qui est fondée sur certains points, parce que tout ce qui est numérique est traçable. Ça laisse toujours des traces, donc c'est la fin de l'anonymat. Prenons un exemple, vous voulez financer une association, je veux faire un don à TV Liberté. Eh bien, ce don sera tracé. Et donc après revient la question de qui pourra voir que j'ai fait un don à TV Liberté, pourrais-je être sanctionné pour cela, pour une opinion politique qui ne convient pas. Et donc c'est ces risques qui inquiètent un petit peu les gens, ce qui est tout à fait normal. D'accord. Alors, l'euro numérique sera émis directement par la Banque Centrale Européenne, contrairement aux euros qu'on a dans nos porte-monnaies, dans nos comptes bancaires, qui, eux, sont créés par les banques commerciales. Il faut bien comprendre cette distinction. Qu'est-ce qui va changer de plus exactement avec cet euro numérique ? Eh bien, ce sera vraiment la première fois que les citoyens auront un accès direct à la monnaie de banque centrale. Donc ça, c'est vraiment une petite révolution malgré tout, et ça va diminuer la place des fameux intermédiaires. Donc les intermédiaires, ce sont les banques, ce sont les rails de paiement, Visa. Vous n'êtes pas sans savoir, et d'ailleurs c'était un petit peu lié au mouvement du 10 septembre, qu'il avait été dit que afin de fragiliser les banques qui, à chaque fois, prennent une commission quand vous payez en carte, eh bien, il suffisait de payer en liquide. Donc, ces intermédiaires vont se retrouver un petit peu mis à la marge. Ceux qui les inquiètent, nous pourrons en reparler, eux aussi sont inquiets. Donc, il y a vraiment un rapport beaucoup plus direct entre le citoyen et la monnaie. Il y aura aussi une possibilité de payer plus vite, de payer hors ligne. Ça permettra à des personnes... C'est-à-dire payer hors ligne ? Eh bien, même si vous n'êtes pas connecté au réseau Internet, vous pourrez tout de même payer. D'accord. Donc ça, je ne connais pas exactement le détail technique, mais c'est la Banque de France qui est venue me rencontrer pour m'exposer l'euro numérique et essayer de me convaincre de son bien fondé, qui m'a parlé de cela. Et donc, a priori, il sera possible de payer hors ligne. Pourquoi la Banque de France s'immisce-t-elle dans ce projet ? Pourquoi vient-elle vous voir ? Et pourquoi voit-elle cet euro numérique d'un bon œil ? Alors là, écoutez, je n'ai absolument aucune réponse. Je pense que c'est une commande directe de l'État, voire des institutions financières européennes, et que donc la Banque de France, ayant perdu beaucoup de ses attributions et de son pouvoir, a été reléguée à peut-être un organisme de lobbyisme, je ne sais pas. Alors justement, ces banques privées auront moins d'importance si les Français ont recours à cet euro numérique. Alors, comment les banques commerciales voient-elles l'arrivée de ce nouvel outil ? Est-ce que vous avez eu des représentants de banques privées qui vous ont parlé de l'euro numérique ? Alors, ils le voient. Non, je n'ai pas eu de représentants pour répondre à votre question de banques privées qui m'ont parlé directement de l'euro numérique. Les représentants de banques privées sont pour l'instant beaucoup plus intéressés par l'Union des marchés de capitaux. Pour autant, je sais qu'ils le voient comme tout acteur financier, voit un changement, en étant un petit peu inquiets aussi. Ils se disent que leur rôle d'intermédiaire pourrait être revu à la baisse, mais il ne faut pas qu'ils oublient que de toute façon, ils seront en charge de le vendre, cet euro numérique. Et puis, le système ce qu'on appelle les wallets, c'est-à-dire le portefeuille où vous aurez vos euros numériques, qui sera un portefeuille digital, probablement sur les téléphones, eh bien tout le monde ne sera pas forcément à l'aise avec cela. Donc il y aura des applications à créer. Peut-être qu'une certaine partie de la population sera rassurée par le fait que ce soit un wallet qui a été mis en place par sa banque traditionnelle. Je ne citerai pas de banque pour ne pas faire de publicité. Mais voilà, donc ils auront tout de même un rôle à jouer. Il y aura aussi une question du plafond. Pour l'instant, l'euro numérique, le plafond qui est envisagé, c'est 3 000 € d'euros numériques et de paiement
Parce que là aussi, ils pourraient un petit peu s'inquiéter, se dire les Français ne vont plus faire de dépôts sur leur compte, tout va aller en euros numériques. Donc suivant le plafond et suivant ce rôle d'intermédiaire qu'ils auront toujours à jouer, je pense qu'effectivement, ils vont devoir revoir leur position d'intermédiaire, mais ils auront toujours ce rôle. Est-ce que ce wallet, comme vous dites, je ne sais pas pourquoi on parle en anglais alors que les Anglais ne sont plus dans l'Union européenne, mais qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Est-ce qu'il y aura seulement des sommes d'euros numériques ou alors est-ce qu'il y aura, je ne sais pas, des passeports, une identité sanitaire? Est-ce qu'on rajoutera d'autres informations à ces sommes en euros dont on pourra disposer? Ne m'emmenez pas sur ce terrain-là, après vous allez encore me dire que je suis complotiste. Non, mais si vous avez des informations... Alors, effectivement, j'ai quelques informations. Pour l'instant, la tendance politique, on va dire, de l'Union européenne, des institutions européennes, ce serait de lier ce wallet à l'identité numérique. Je n'irai pas jusqu'aux données sanitaires, ça c'est une autre question, mais au moins les données biométriques, ce qui est quand même particulièrement intrusif. Et dans mon livre, mais je pense que nous allons en discuter, je ne suis pas du tout pour ce type de lien. Je suis justement pour qu'on ait l'avantage de la technologie et qu'en parallèle, on garde aussi l'anonymat, mais qu'on ait également aussi la transparence. Donc je suis sûre que ça, c'est possible. Oui. Et nous en discuterons peut-être en conclusion. Moi, j'aimerais en parler maintenant parce qu'en effet, la BCE, dans ce projet d'euro numérique, nous promet de nous garantir la sécurité, la confidentialité. Quelle confiance on peut avoir dans la Banque centrale européenne ? Alors, en préparant cette interview, je vous avais préparé une réponse un petit peu politicienne, un petit peu langue de bois, mais j'aurais envie de vous dire aucune. À partir du moment où c'est centralisé et s'il n'y a pas de possibilité d'avoir un accès public au registre, nous avons pu le voir comme par exemple au Canada lors du convoi de la liberté qu'il est tout à fait possible de bloquer des comptes. Alors avec un euro numérique, c'est encore plus facile. Donc pour ma part, j'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux... La confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, disons que nous pouvons avoir confiance à condition de mettre en place un cadre strict, une organisation juridictionnelle qui permette de sanctionner si problème et donc de faire en sorte que cette confiance soit contrôlée par les citoyens. Je rappelle à nos téléspectateurs que TVL a déjà été frappé par une interdiction bancaire. On ne donnera pas forcément le nom de l'institution qui nous a mis dehors, mais en tout cas, ça commence à arriver. Il y a plusieurs invités de TV Liberté, je ne donnerai pas forcément leur nom non plus, mais qui ont vu leur compte être supprimés de part des banques commerciales, donc probablement qui ont reçu un ordre de plus haut. Donc avec la BCE, on ne sait pas très bien de quoi il en retournera. Il y a aussi, rapport à cet euro numérique, la question de notre vie privée. Est-ce que vous pensez que cet euro numérique pourra mettre notre vie privée en danger ? Définitivement. Comme je vous le disais précédemment, tout ce qui est numérique laisse une trace. Donc, par conséquent... Les dépenses seront enregistrées. Toute dépense sera enregistrée. Et s'il n'est pas mis en place donc un code qui permet de garder l'anonymat, toutes vos dépenses seront enregistrées. On saura exactement ce que vous avez acheté, où, quand, à qui. Et ça, c'est ce qui se passe actuellement avec le yuan numérique en Chine, qui lui est directement lié au crédit social. Oui, alors le crédit social, expliquez-nous ce que ça veut dire. Alors le crédit social, c'est qu'il y a des règles pour être un bon citoyen. Vous ne devez pas prendre le train, je vais dire des carabistouilles, mais vous ne devez pas prendre le train plus de 3 fois par mois. Si vous traversez au feu rouge, même si c'est pour rattraper votre petit chat qui s'est échappé, vous êtes en infraction. Si vous êtes en retard, si vous ne vous comportez pas comme le gouvernement a décidé que vous deviez vous comporter. C'est une note que le gouvernement vous donne. Voilà. Et en fonction de cette note, vous aurez plus ou moins accès à votre monnaie numérique. Exactement. D'accord. Mais alors, vous dites que toutes les dépenses seront enregistrées, mais qui aurait intérêt à surveiller nos dépenses ? Alors c'est là où est toute la question. Est-ce que la BCE va devenir un espèce de commissaire politique qui sera à l'affût de nos dépenses et qu'elle jugera plus ou moins bonnes ? Alors je
pense que nous avons également la technologie pour surveiller sans que la BCE soit tout le temps penchée sur chacun d'entre nous. C'est l'intelligence artificielle, ce sont les algorithmes qui pourront justement relever, faire ressortir des profils. Si par exemple on remarque que vous allez régulièrement faire un don à TV Liberté, votre profil clignotera. Voilà. Qui pourra, sur demande aussi, si par exemple des instances politiques considèrent que tel citoyen est un petit peu gênant, tel leader de contestation ou tel intellectuel, directement intervenir et bloquer. Donc, la vraie liberté, en fait, c'est la liberté de choix. Et à partir du moment où tout est surveillé, ce n'est peut-être pas utilisé tout le temps, mais il y a la possibilité de l'abus. Alors, l'Union européenne, on l'a déjà entendu dans la bouche de plusieurs responsables, serait tentée de nous dire, mais en fait, quel est le problème avec ce risque que vous voyez quant à un manque de respect de la vie privée de chacun si vous n'avez rien à cacher? L'Union européenne met beaucoup en avant, Christine Lagarde la première, le fait que ce serait pour lutter contre le terrorisme et contre les trafics liés au terrorisme. Alors écoutez, moi j'ai constaté quelque chose, c'est qu'on nous vend toujours les mesures attentatoires à notre liberté et à nos libertés fondamentales. Comme pour notre sécurité, je repense alors je sais que c'est un sujet un petit peu glissant, mais pendant la pandémie Covid, où la liberté d'aller et venir, qui est quand même une des libertés fondamentales, a été mise en cause pour notre sécurité. Et ainsi de suite, petit à petit, c'est toujours pour notre bien. Normalement, les données médicales sont confidentielles. Et là, ça devenait du domaine du public. Ça pouvait même être contrôlé par des agents privés à l'entrée de certains endroits. Donc c'est toujours pour nous protéger qu'on nous met en cage. Et effectivement, en cage, il ne risque rien de nous arriver. Mais est-ce que c'est ainsi que nous avons envie de vivre? Je pense qu'il faut trouver un modus vivendi et un équilibre entre sécurité et liberté. J'irai même plus loin. Je pense que nous pouvons être à la fois libres et en sécurité. Est-ce qu'il existe, Angéline Furet, est-ce qu'on sait s'il y a des sondages qui parlent de la confiance qu'auraient les Européens dans une monnaie numérique? Est-ce qu'en France, on a des chiffres qui nous indiqueraient la confiance que les Français pourraient avoir dans ce projet de numérisation de la monnaie? C'est une excellente question. Écoutez, je n'ai pas effectué ces recherches. Et je n'en ai pas été informée. Donc si ça n'existe, je vais aller chercher juste après. Et si ça n'existe pas, je pense qu'il faut le faire. Et comment se positionnent vos collègues, tous horizons confondus, au Parlement européen? Est-ce que vous avez une idée de la répartition des forces sur ce projet? Alors, je sais que par exemple, les Allemands sont plutôt favorables, alors que les Italiens et les Autrichiens sont vent debout contre. Après, à l'intérieur du groupe des patriotes, au-delà des nationalités, il s'avère que comme ce sont des sujets, tout ce qui est monétaire, financier, qui semblent souvent un petit peu austères, un petit peu opaques, les collègues ne s'y intéressent pas forcément. Et quand on en discute avec eux, tout d'un coup, il y a une prise de conscience et là, ils se disent « aïe, 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 il faut absolument qu'on encadre ce truc ». C'est une horreur. Ils découvrent un petit peu quand même encore aujourd'hui ce qu'est ce projet d'euro numérique. Tout à fait. Ouais. En fait, j'ai l'impression que tout le monde découvre. C'est aussi pour ça que j'ai fait ce petit ouvrage. L'objectif n'était pas du tout de le mettre à la vente. C'était vraiment de rendre le sujet accessible à n'importe qui. Non mais c'est clair et c'est très bien fait. Vous commencez par une histoire de la monnaie, de l'utilisation de la monnaie, pour arriver jusqu'à ce qu'on va évoquer tout à l'heure, à savoir un potentiel conflit entre crypto-monnaie et euro numérique. Alors, il y a aussi cette notion qu'il faut bien avoir à l'esprit quand on parle d'euro numérique, il s'agit d'une monnaie programmable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, une monnaie programmable, c'est exactement ce dont nous parlions avec le crédit social à la chinoise, c'est-à-dire que vos euros, votre euro numérique, je vais prendre un exemple bateau. Vous avez 1 000 euros sur votre compte. Sur ces 1 000 euros, vous en avez 300 qui ont été programmés pour de la nourriture. 200 pour acheter du carburant. Et programmé par qui? Alors, ce serait programmé par la fameuse BCE. D'accord. Et donc, en fonction de règles politiques décidées. D'accord. Donc, par conséquent, si tout d'un coup, vous voulez faire un trajet en voiture et vous avez déjà dépensé vos 200 euros de crédit carbone, crédit carburant,
vous arriverez à la pompe et ça ne fonctionnera plus. Ouais. De même, si vous avez déjà dépensé votre quota pour de l'alimentaire et que vous choisissez d'accueillir vos voisins, qu'il vous reste des sous sur votre compte, vous ne pourrez pas. Donc c'est ça la programmation de l'argent, ça peut aller jusqu'à bloquer votre argent, donc vous n'êtes plus libre de l'utilisation de votre argent. Donc limite d'utilisation, durée de validité. Également, alors comme vous le disiez tout à l'heure, comme nous l'évoquions, ça va être vendu pour nous rassurer. Et je pense, mais ce n'est qu'un pari, que la première phase sera écouter les gens qui bénéficient d'aide sociale. On est tous d'accord, il y a beaucoup trop de fraude. Il y en a qui touchent le chômage ou qui touchent les aides de la CAF. Et avec, ils partent en vacances. Ça ne va pas du tout. Eh bien, ça ne sera programmé que pour de l'alimentaire. Et là, les gens vont se dire « Ah oui, c'est bien ça !» Oui, effectivement, ils ne pourront plus abuser. Et en fait, ainsi, vous mettez le doigt dans l'engrenage. Au lieu de revoir le système des aides sociales, vous mettez en place un système de programmation de l'argent qui est complètement délétère. Alors, on a bien vu, et vous l'expliquiez un petit peu tout à l'heure, pendant l'épisode du Covid-19, que l'utilisation du cash, de l'argent liquide, était en net recul. Pourquoi est-ce que vous pensez que l'euro numérique pourrait carrément signer la fin du cash ? Eh bien, écoutez, même si la banque... Oui, elle s'en défend. Elle dit que ça serait un complément. L'euro numérique serait un complément du cash. Mais vous redoutez la suppression du liquide. Alors, je n'accuse pas la Banque centrale de mentir. Loin de moi cette idée. Mais effectivement, je pense que si les gens, avec le confort que cela apporte, le numérique, et les commerçants se mettent à fonctionner en tout numérique, automatiquement, comme le troc s'est arrêté pour la monnaie papier s'arrêtera pour la monnaie numérique. Mais ça, est-ce que c'est... vous dites que ce genre d'information, c'est pas du tout du complotisme, c'est évoqué dans certains documents officiels. Tout à fait. D'accord. Oui, tout à fait. Dans les documents de la Banque centrale, notamment, avec à terme une disparition de l'argent papier. Mais alors, qu'est-ce que ça signifie pour le Français lambda, une disparition pour lui du cash ? Ça signifie qu'il perd tout anonymat. Il ne peut plus faire aucun achat qui soit anonyme. La moindre revue qu'il achètera au tabac laissera une trace de quelle revue il a acheté, quand, et qu'il perd aussi une liberté. Il n'aura plus la liberté de l'utilisation de son argent. Donc c'est vraiment un esclavage, un asservissement total. Et quand vous parlez de sanctions économiques que la BCE pourra mettre en œuvre contre tel individu parce qu'il a pris telle décision, contre tel autre parce qu'il a fait telle dépense, est-ce que vous voyez vraiment l'institution dite démocratique BCE issue de la Commission européenne prendre ce genre de décision qu'on verrait plutôt être prise par un État policier ? Écoutez, je ne serais pas du tout surprise parce que ce soit la Commission ou les institutions de l'Union européenne, beaucoup de décisions, je pense à toutes les décisions de contrôle des réseaux sociaux, où M. Barnier nous avait fait quelques sorties assez acrobatique sur la notion de démocratie. Je pense même à des élections qui ont été remises en question dans certains pays européens. Donc, comme vous dites, l'Union européenne est dite démocratique, mais je lui trouve quand même un petit air d'autre chose. Et je ne serais absolument pas surprise. Et pour reprendre ce que je vous disais tout à l'heure, le Canada, qui est considéré comme la panacée de la démocratie occidentale, a bloqué les comptes d'opposants, de personnes qui manifestaient pour la liberté vaccinale. Oui, ces gens qui manifestaient avec leurs camions. Voilà. Et donc a bloqué leurs comptes. Ouais. Plus de 7 millions de bloqués. Donc c'est de dollars canadiens. Donc, je ne peux pas avoir confiance dans des institutions dites démocratiques. Encore une fois, la confiance n'exclut pas le contrôle. Alors, vous traitez également dans votre ouvrage des fameuses crypto-monnaies. Quelles sont les principales différences qu'il faut retenir avec une monnaie numérique de banque centrale, ce que sera cet euro numérique ? Alors, l'euro numérique de banque centrale, ce qu'on appelle les CBDC, donc Central Bank, vous le disiez, l'anglais a envahi le monde. Ce sont des monnaies centralisées, donc de banque centrale, et garanties par les États. Vous avez entre les CBDC
et les crypto-monnaies quelque chose qui s'appelle les stablecoins et qui sont des monnaies privées, on pourrait dire des jetons, hein, dans le milieu on appelle ça des jetons privés, qui sont adossés sur le dollar, donc garantis par le dollar. Et c'est des monnaies émises par des entreprises, les stablecoins. Voilà, par des acteurs privés. Donc on a 3 crypto-monnaies différentes, les CBDC issus de banques centrales, voilà. Les crypto-monnaies et puis les stablecoins qui sont issus d'entreprises. Alors les cryptos, je les mets encore en dessous des stablecoins, je fais CBDC, stablecoins et crypto. La crypto, ce sont aussi des monnaies privées, mais qui là sont défini par le code, c'est-à-dire le code de programmation. On peut penser par exemple au Bitcoin, qui est peut-être le plus connu. Voilà. Donc, il y a vraiment... les cryptos sont très volatiles. Le Bitcoin peut prendre beaucoup, perdre beaucoup. Donc, certains vont préférer les stablecoins qui vont être beaucoup moins volatiles mais toujours très libres. Vos dépenses ne sont pas enregistrées. Vous conservez un certain anonymat. Vous avez une rapidité dans les transactions. Les CBDC, donc les de banque centrale, bon pour l'instant, comme vous l'avez dit, ça n'existe pas encore aux États-Unis ni en Europe. Donc pour l'instant, les exemples que nous avons sont plutôt la Chine, sont centralisés et peuvent facilement être utilisés à des fins totalitaires. Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu développer un peu plus ce que sont ces crypto-monnaies ? Qui peut les utiliser ? Qui a intérêt à les utiliser ? Les crypto-monnaies, tout le monde peut les utiliser, vous, moi. Alors, c'est là où, après, c'est beaucoup utilisé aussi, notamment pour déplacer des grosses masses d'argent. Les milieux du crime maîtrisent très bien ces crypto-monnaies. Donc, tout le monde peut l'utiliser. Avoir intérêt à l'utiliser, ça dépend quels sont vos objectifs. Si votre objectif est de faire une simple transaction avec votre boulanger, vous n'avez pas vraiment intérêt à utiliser la crypto. Pour l'instant, c'est plutôt pour de l'investissement ou bien un refuge parce qu'il y a vraiment une crise de confiance dans les monnaies fiduciaires et dans les monnaies d'État en 2008. Lorsqu'il y a eu la grande crise bancaire et qu'on a renfloué les banques avec l'argent des citoyens, les citoyens se sont rendus compte qu'on ne pouvait pas non plus trop faire confiance ni aux banques ni aux États qui jouaient ensemble. Et donc ils se sont dit, comment puis-je avoir une solution de repli ? Et là, certains se sont tournés vers les crypto-monnaies. Alors on l'a bien compris, donc d'un côté ces crypto-monnaies qui sont des monnaies décentralisées, plutôt issues du privé, et puis des monnaies numériques de banques centrales qui seront émises par des banques centrales. Comment est-ce qu'on peut imaginer quand l'euro numérique, quand le dollar numérique seront en circulation, la confrontation entre ces monnaies donc issues des États et issues du privé ? Alors, est-ce qu'on peut parler de guerre monétaire ? Qui seront les protagonistes de ce conflit ? Alors effectivement, on peut parler de guerre monétaire, tout à fait. Il y aura 3 protagonistes, ceux que je vous citais précédemment, c'est-à-dire les CBDC, les stablecoins et les cryptos. Pour autant, je ne pense pas qu'il y aura de réels gagnants. Je pense qu'il y aura un équilibre instable entre ces différents vecteurs, mais que les 3 resteront toujours actives, avec différents objectifs, différents clients, et donc elles représentent le paysage du futur en matière de monnaie. Vous parlez soit la confrontation, soit la coexistence, soit la fusion entre ces 3 éléments. Oui. Qu'est-ce qu'on peut envisager, qu'est-ce qu'on peut anticiper ? Alors, ce que j'aimerais envisager et anticiper, mais ça c'est un vœu pieux, c'est que l'Europe choisisse une 3e voie. Que l'Union européenne choisisse de créer une CBDC, c'est-à-dire une monnaie centralisée qui est mise par une banque centrale, mais avec la transparence des registres qui appartient aux crypto-monnaies. C'est-à-dire, alors je vais rentrer un petit peu dans la technique, les crypto-monnaies, pour valider une transaction, c'est le code qui la valide. Comme je vous le disais, c'est le code informatique qui dit c'est bon, la transaction est valable. Et donc, vous restez anonyme. Or, il est possible de mettre en place ce qu'on appelle une preuve, donc quelque chose qui prouve votre transaction,
sans transfert de connaissances. Quand je dis transfert de connaissances, c'est-à-dire que il est possible de prouver que vous êtes bien Monsieur Bergerot, que vous avez bien plus de 18 ans, donc vous pouvez acheter de l'alcool, mais sans que le système ne sache que c'est vous et que vous avez acheté de l'alcool. Et donc il n'y aura aucune trace numérique permettant de relier cet achat à Monsieur Bergerot. Et ainsi, on peut avoir l'avantage de la centralisation, car une monnaie, il me semble, doit rester entre des mains publiques. C'est un outil de souveraineté. Et l'avantage de la transparence et de l'anonymat. Et ça, c'est quelque chose que l'Union européenne peut faire. Nous avons les moyens, la structure et, j'ose espérer, la culture du débat démocratique qui nous permettrait de le faire. Alors vous évoquez aussi dans votre ouvrage deux modèles qui vont s'affronter, le modèle américain privé et mondial avec ses stablecoins et de l'autre le modèle chinois centralisé autoritaire avec son yuan numérique. Comment au milieu de ces deux modèles l'Union européenne pourra-t-elle jouer sa partition et en a-t-elle les moyens? Alors c'est ce que je vous disais, il faut absolument que nous dessinions cette troisième voie. Cette voie à la fois de sécurité, puisque ce resterait une monnaie garantie par les États, et une voie de transparence et d'anonymat qui est notre héritage démocratique, même s'il est malmené actuellement par les institutions européennes. Donc, si nous ne faisons pas ça, effectivement, il y a de grandes chances que nous soyons soit du côté américain, avec un modèle entièrement privé et soit du côté chinois. J'aurais tendance à dire que nous irons du côté américain. Pour autant, ce n'est pas mieux. J'ai vu aux États-Unis, lorsque j'étais en expatriation, notamment les données médicales qui étaient vendues aux compagnies d'assurance, au su et au vu de tous. C'est-à-dire que nous avions un employé qui avait la maladie de Crohn. Il ne pouvait pas avoir d'assurance. Les assurances refusaient de l'assurer puisque ces données médicales étaient connues. Ouais. Mais quand vous dites que cette monnaie, cette troisième voie, celle de la démocratie monétaire, devra être adossée à la souveraineté de l'État, mais est-ce que ça signifie que la France devrait sortir de l'Union européenne? Parce que là, du coup, ça serait une monnaie euro-numérique émise par la Banque centrale européenne. Alors, il n'est pas nécessaire de sortir de l'Union européenne si les gens ne le souhaitent pas. En revanche, il est nécessaire que l'Union européenne arrête d'avoir des prétentions fédéralistes et se cantonne à son rôle qui est une confédération et non pas une fédération. Et là, très dernièrement, Madame von der Leyen a fait un discours de l'état de l'Union. J'ai eu l'impression d'être aux États-Unis. J'ai eu l'impression qu'on singeait les États-Unis et je me suis dit déjà ce n'est pas sa place, ça devrait peut-être plus être la place du président du Conseil. Je ne vois pas en quoi la présidente de la Commission européenne a cette légitimité. Mais elle a déclaré vouloir faire plus de censure, plus de contrôle sur Internet. Oui. Donc ça promet pour l'euro numérique. C'est ça. Nous avons de beaux jours devant nous. Ouais. Et en parallèle, effectivement, une confédération, c'est tout à fait tenable et tout à fait faisable. Il faudrait que les États le rappellent bien clairement aux institutions européennes. Alors, on peut terminer notre entretien, Angéline Furet, avec cette citation d'Henry Ford, une vieille citation que vous reprenez dans votre ouvrage. « Si la population comprenait le système bancaire, je crois qu'il y aurait une révolution avant demain matin ». Peut-être que les mois nous éclaireront davantage sur l'avenir de cet euro numérique. En tout cas, merci à vous, Angéline Furet, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle le titre de l'ouvrage que vous signez, Blockchain vs euro numérique, quel avenir pour la finance européenne? Tout de suite après cet entretien, vous pouvez retrouver la chronique économique et financière de notre ami Philippe Béchade. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Salut. Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que je vais intituler « Il ne leur suffisait pas de vous prendre votre pognon, maintenant c'est votre
liberté d'expression. Alors on va commencer par les ponctions, les nécessaires efforts que doivent consentir les Français qui ont trop dépensé, ces boomers qui abusent et qui nous coûtent une blinde. Alors, le nouveau Premier ministre, M. Lecornu, n'a pas encore formé son gouvernement au moment où j'enregistre. Sachez simplement que le nom de Bruno Le Maire circule pour prendre le portefeuille de ministre des Affaires étrangères. Bon, après avoir ruiné nos finances, il pourrait également tenter de ruiner notre diplomatie. Oups, non, soyez rassurés, ça c'est déjà fait. Bon, ce gouvernement est probablement dans la même ligne que le précédent. Sera-t-il encore plus macroniste, plus marqué pro-atlantiste? Si on voit revenir Monsieur Benjamin Haddad et Jean-Noël Barrot, bon, là, comme on dit, on n'aura plus aucun doute, un gouvernement encore plus ultra-libéral et atlantiste. Alors quand je vous parlais de piquer votre pognon, bon, bah, ça va se faire de façon un petit peu indolore via ce qu'on appelle une année blanche. Autrement dit, on ne va pas revaloriser l'assiette d'imposition. Autrement dit, bah, vous allez vous manger un peu plus d'impôts parce qu'on ne va voir que votre hausse de salaire et pas ce qui est mangé par l'inflation. Et puis en ce qui concerne les boomers, eh bien, monsieur Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes, un proche, on le sait, des think tanks qui conseillent l'Élysée et Bercy, eh bien, lui, il annonce que le fameux abattement bien mal nommé, abattement pour frais professionnels de 10% qui bénéficiait aux retraités, devrait sauter. Alors évidemment qu'il est extrêmement mal nommé, puisqu'en fait il ne s'agit pas du tout de frais professionnels, il s'agit de compenser après la retraite le fait de perdre toute couverture que vous procurait le statut de salarié, ou alors en tant qu'indépendant si vous cotisiez déjà à des caisses de retraite. Bon là vos revenus évidemment ils chutent, vous avez toujours des frais de mutuelle et plus on avance en âge évidemment, plus pour vous il y a de frais de santé à rembourser. Donc on trouve normal, et ce sont des gens qui vivent dans les beaux quartiers qui vous le disent, il est normal de faire un effort quand on est un retraité avec une retraite confortable, car en moyenne, les retraités touchent plus d'argent que les jeunes qui débutent dans la vie. Bah oui, mais enfin, quand parmi les retraités, vous avez des gens qui ont un peu le profil Bernard Arnault, Bolloré, etc., je ne les désigne pas nommément, d'autant qu'ils ne sont pas à la retraite ni l'un ni l'autre, mais enfin vous avez des gens ultra riches qui touchent effectivement des retraites dorées, et quand vous faites la moyenne, vous vous retrouvez avec des retraités qui gagnent plus que les actifs. Bien entendu que c'est une véritable escroquerie intellectuelle. Autre escroquerie intellectuelle, on va y revenir quelques instants, alors ça concerne effectivement les chefs d'entreprise, c'est la fameuse taxe Zuckman, qui consistera à faire payer un impôt sur la fortune latente, le patrimoine en action, et cette loi, cette taxe, prévoit que si en tant que chef d'entreprise, vous n'avez pas de quoi verser tout de suite 2% de votre fortune, eh bien à ce moment-là, vous pouvez payer la taxe sous forme d'action. Donc 2% par an, vous faites ça pendant 10 ans, ça veut dire que l'État se retrouve en fait actionnaire à hauteur de 20% de votre entreprise, à 21%, vous commencez à pouvoir un petit peu dicter vos cas de volonté au conseil d'administration, et si on pousse jusqu'à l'absurde, eh bien au bout de 25 ans et un jour, l'État se retrouverait majoritaire de toutes les entreprises, taxé Zuckman et obligé effectivement de verser les 2%.
Voilà, donc on n'a pas fini de vous taxer votre pognon au travers évidemment des impôts locaux, hein, impôts fonciers. Alors les Parisiens vont certainement encore morfler, et là ils peuvent dire un grand merci à Anne Hidalgo, dont le train de vie vient d'être partiellement dévoilé. Alors on a ces notes de frais, 6300 € pour 2 robes Dior, 3100 pour un manteau Burberry, une blouse Dior à 1120, une veste Burberry à 1100, 1600 € dépensés chez Gérard Darel, des dizaines de milliers d'euros de frais de bouche, invitations, etc. Sans parler de tous ces voyages remboursés, car en tant que maire de Paris, évidemment, il faut qu'elle visite l'intégralité de la planète aux frais des Parisiens. Et si vous avez l'intention de dénoncer tout cela, alors vous le savez, Anne Hidalgo et tout son entourage vont vous traiter d'ultra-droite, voire de fasciste, car quiconque critique la gauche est fasciste, et on vient d'en avoir une nouvelle démonstration avec Delphine Ernotte, patronne de France Télévisions, qui, lors d'un petit discours qu'elle a prononcé, parce que je ne sais pas, on lui a mis une médaille pour service rendu, eh bien, elle avouait effectivement sa grande proximité avec Emmanuel Macron, qu'elle rencontre souvent et qui l'intimide beaucoup parce qu'il est tellement puissant intellectuellement, tellement parfait, qu'elle en perd presque ses moyens. Heureusement, elle les a retrouvés pour dénoncer donc CNews comme une chaîne d'extrême droite, comme si le grand Cohen et autres chiens de garde de la Macronie, alors peut-être moins marqués à gauche, hein, c'est-à-dire toute la famille Saint-Cric du Hamel, comme si ces gens-là n'étaient pas orientés, n'avaient pas un véritable comportement totalitaire dans les médias. Ce que vous comprenez quand vous entendez Delphine Ernotte, c'est qu'évidemment, ceux qui sont d'extrême droite, voire de tendance fasciste, ne devraient même pas avoir le droit de s'exprimer. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient nos solutions pour préserver votre épargne face à la faillite économique de la France, laquelle met en danger votre épargne. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt.